Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Tor et de VPN et donc un petit peu d'anonymisation. Le but de la vidéo, c'est de vous expliquer les différences entre les deux solutions pour anonymiser afin que vous compreniez comment ça fonctionne et les avantages et un peu les inconvénients de ces solutions. Donc je vais vous montrer en premier le VPN et puis comment ça marche et comment on se connecte, et puis ensuite Tor, comment ça marche et aussi comment on se connecte de manière globale. Alors, donc pour les VPN, qu'est-ce qu'un VPN? Donc Virtual Private Network, c'est un réseau privé. Initialement, c'était utilisé, enfin c'est toujours utilisé dans les entreprises, qui permet en fait de connecter deux réseaux entre eux à travers un tunnel sécurisé, c'est-à-dire que les connexions qui vont se faire entre les deux réseaux vont être chiffrées, elles ne vont pas passer en clair, et donc si quelqu'un regarde, il ne verra pas le contenu. Ça permet, par exemple, pour une entreprise qui a deux sites distants, de les relier à travers Internet de manière sécurisée, ou par exemple à un employé de se connecter de chez lui en télétravail au réseau de l'entreprise, toujours de manière sécurisée. Ça a été un petit peu détourné et proposé suite à Adopi notamment, par des entreprises qui proposent donc des solutions VPN à monsieur tout le monde pour cacher son adresse IP, donc anonymiser la connexion. Le but, c'est que quand vous connectez à un serveur, il voit l'adresse IP du VPN et non votre adresse IP de connexion de votre fournisseur d'accès à vous, et donc ça permet d'anonymiser la connexion puisque le serveur final ne verra pas votre adresse IP mais celle du VPN. Alors, ça permet d'anonymiser, c'est-à-dire cacher votre adresse IP. Par contre, ça ne protège pas du pistage, c'est-à-dire que si vous surfez avec un VPN en vous connectant par exemple avec vos comptes Google ou Facebook, et ces derniers pourront quand même savoir les sites que vous visitez et pourront constituer un profil consommateur pour vous afficher notamment des publicités ciblées ou enregistrer dans leur serveur les sites que vous visitez. Alors, voici un petit schéma d'une connexion VPN. Donc ici vous avez l'ordinateur, ici vous avez par exemple le réseau de l'entreprise et vous avez Internet ici. Et donc la personne se connecte à Internet et va se connecter au réseau de l'entreprise à travers un tunnel sécurisé qui est ici schématisé avec un trait rouge. Et ici, ça c'est le serveur VPN de l'entreprise. Donc on se connecte au serveur VPN de l'entreprise à travers Internet, et tout ce qui passe par Internet, ça passe par un tunnel sécurisé et les données ne sont pas, on ne peut pas les voir en clair, elles sont chiffrées. Donc si quelqu'un dans Internet arrive à regarder ce que vous faites, il ne pourra pas voir puisque les données sont chiffrées entre les deux. Et donc il y a le même schéma globalement avec les serveurs VPN qui sont proposés pour le grand public, à savoir vous vous connectez au serveur VPN, et puis quand vous vous connectez derrière à Facebook, Google ou le site Malécal, et vous avez en fait vous passez par ce serveur là, et donc ce dernier au final ne voit que l'adresse IP du serveur VPN. Donc pour schématiser, ici vous avez comme d'hab la machine virtuelle avec un Windows 10. Si on va sur un site pour regarder l'adresse IP, il y aura l'adresse IP de mon fournisseur d'accès qui est Orange, voilà. Et donc j'ai installé CyberGhost, donc il y a plusieurs solutions, NordVPN, CyberGhost, ProntoVPN, etc. Certains sont gratuits avec des limitations et d'autres, en général c'est le cas, sont payants. Faut compter environ 3 € par mois. Ici il y a l'icône de CyberGhost. Donc quand on l'ouvre, il nous propose de nous connecter et on peut choisir la localisation géographique. On a tous les serveurs ici avec les pays. Donc l'un des avantages, c'est que quand vous êtes à l'étranger et que vous voulez vous connecter à un service français qui limite ce dernier au français, par exemple vous avez certains streamings comme M6 qui peuvent bloquer la connexion que à des IP françaises, et vous pouvez utiliser un serveur VPN en France pour faire croire que vous êtes en France et potentiellement accéder à ces services en ligne. Alors il faut savoir qu'ils ont quand même la possibilité de détecter que vous utilisez un VPN, et certains bloquent quand même l'accès au VPN, donc ça ne marche pas forcément. Par exemple Netflix peut bloquer l'accès à des serveurs français, et quand vous êtes à l'étranger vous ne pourrez pas accéder au Netflix français. Par contre
on peut parfois accéder au Netflix américain. J'avais fait un article dessus. Et donc vous pouvez avoir accès à des catalogues plus complets des films en avant-première qui ne sont pas disponibles en France. Par contre, elles seront en VO. Donc il faut quand même être à l'aise en anglais. Donc ici on va laisser la France. Hein. Donc je vais me connecter. La connexion elle prend 5 secondes. Voilà, là on est connecté. Donc il nous dit qu'on est connecté. Et donc si je rafraîchis la page, on n'aura plus mon adresse IP, mais on aura l'adresse IP du serveur VPN parce que le serveur web adresse-ip.com ne voit plus mon adresse IP, mais celle du serveur VPN. Et donc du coup, elle est masquée, ce qui est le but d'un des VPN. Donc comme je vous ai dit, ça ne bloque pas l'accès, enfin ça ne protège pas du pistage puisque on peut quand même constituer un profil utilisateur, notamment quand vous connectez avec vos comptes. Par contre, il faut savoir que si on va dans les propriétés, alors il y a quand même quelques petites protections. Alors c'est dans, je pense, fonction de connexion. On peut bloquer les publicités, donc ça évite quand vous surfez de charger les publicités. Bon, bien sûr, il y a uBlock, AdBlock et compagnie. On peut bloquer des sites malveillants. On peut bloquer aussi certains trackers et on peut aussi forcer le HTTPS quand vous vous connectez à un site pour avoir une connexion aussi sécurisée. Donc en général, les VPN payants embarquent ce genre de protection. Même si vous bloquez les publicités, les trackers et compagnie et que vous connectez à votre compte Google, ça n'empêchera pas d'enregistrer sur les serveurs les sites que vous visitez. Donc ça c'est les VPN. Alors les avantages, c'est relativement rapide selon la solution. Les désavantages, c'est payant. Et un autre désavantage qui n'est pas forcément connu, c'est qu'il faut faire confiance à la société VPN, puisque, comme je vous l'ai montré dans le schéma, tout votre trafic internet va être redirigé vers le serveur VPN et ensuite vous vous connectez au serveur final, hein, Facebook, Google, Malécal, etc. Et donc ils peuvent vous pister, tout simplement parce que tout le trafic passe chez eux. Et ils peuvent, techniquement c'est tout à fait possible qu'ils sachent, en fait ils peuvent savoir tous les sites que vous visitez. Et donc il faut quand même avoir confiance en ces sociétés, sachant qu'il y a eu quand même des scandales plus ou moins avec certaines solutions VPN qui d'ailleurs utilisaient carrément les ordinateurs dans des botnets, etc. Bon, c'était assez louche. Et il faut savoir que la plupart de ces sociétés, ils ont des liens avec, à côté, ils ont d'autres sociétés qui sont liés à du marketing, etc. Et qui peuvent en fait utiliser les données soit de manière anonyme, soit de manière ciblée, puisque quand vous vous connectez à un serveur VPN, vous avez donné votre adresse email et certaines informations. Alors vous pouvez mettre n'importe quoi. Et ils peuvent donc recouper ces données là pour en fait aussi constituer un profil consommateur. Et donc ils ont des sociétés qui font du big data, etc. et qui sont potentiellement aussi liées à de la revente d'informations. Donc il faut avoir confiance à vous de voir si vous voulez utiliser de manière tous les jours. Mais il faut savoir que si vous cherchez à anonymiser et à vous protéger, des fois c'est plutôt le contraire et en fait vous donnez plutôt des informations concernant votre surf en ligne. Donc ça c'est pour les VPN. Donc là je vais fermer la connexion. On va passer à Tor, qui a aussi le même but, même si Tor, contrairement au VPN, cherche lui à aussi proposer des solutions, notamment dans des pays autoritarisme ou liés à des dictatures où Internet est filtré et par les États. Il cherche aussi à donner la possibilité de se connecter à tous les services du monde de manière sécurisée et en cachant sa connexion. Alors comment ça marche Tor? Donc Tor c'est un réseau dit en oignon avec des surcouches. Pour simplifier, en gros, quand vous vous connectez, donc ça ici c'est l'adresse, c'est l'ordinateur, ici c'est le réseau Tor, et puis vous avez potentiellement derrière les services sur internet ou Facebook, Malécal, etc. Et donc vous rentrez dans le réseau Tor à partir d'un guard, donc un gardien, ce qui est un ordinateur dans le réseau. Vous passez ensuite par un relais
qui est ici, un relais du milieu on dit, et vous passez ensuite, vous sortez du réseau par l'exit node, donc le nœud de sortie, pour vous connecter au serveur final. Donc ce serveur ne verra que l'adresse IP du réseau du nœud de sortie. Et ce circuit, parce qu'en fait vous passez par 3 machines, ce circuit change régulièrement. Donc déjà le nœud de sortie change régulièrement et les deux aussi. Et ce qui fait que vous changez régulièrement d'adresse IP finale. Ça permet un petit peu de sécuriser et d'anonymiser la connexion. Sachant qu'ensuite, bon là je vais pas détailler là-dessus, mais Tor a aussi des services au sein de son réseau qui sont donc accessibles que par le réseau Tor, avec des sites internet. Bon, il y a le dark web, etc. Je vais pas, c'est pas l'objet de la vidéo, je vais pas épiloguer là-dessus. Et donc ça permet de aussi cacher sa connexion, enfin son adresse IP. Alors, ça se présente comment? Ça se présente avec, donc vous avez un installeur qui va vous créer un dossier. Et vous avez un navigateur web qui est en fait un Firefox customisé, donc personnalisé à travers Tor. Et quand vous cliquez dessus, et il vous connecte au réseau Tor. Donc vous avez normalement une petite pop-up qui s'ouvre. Et si on va sur adressip.com, alors déjà vous voyez qu'il vous propose d'utiliser le moteur de recherche DuckDuckGo qui protège plus de la vie privée que Google. Et si on va sur adressip.com, on devrait avoir l'adresse IP du nœud de sortie. Voilà. Donc là, c'est une adresse IP routeserver.io. Je ne sais pas dans quel pays il se trouve. On peut peut-être le savoir si on va dans là-dessus. Il va nous donner la géolocalisation. Et donc, vous ne maîtrisez pas vraiment le circuit et donc le pays de sortie. Vous pouvez être un coup en France, vous pouvez être ici en Slovénie, vous pouvez être en Pologne, en Allemagne, etc. Donc déjà, pour accéder à des services en ligne sur certains pays, c'est plus compliqué. Alors après, on peut demander à sortir que sur des pays. Vous pouvez par exemple forcer à sortir que sur la France, que sur l'Allemagne, etc. Mais là, c'est pareil, les services Internet filtrent et peuvent détecter que vous utilisez une adresse IP Tor, parce qu'en fait, elles sont référencées. D'ailleurs, si on va ici, il nous dit que vous utilisez un relais Tor. Et il va bloquer Tor. Il y a carrément même des sites qui bloquent entièrement Tor. Si on va par exemple, je pense sur commentsamarche.com, voilà, il nous met accès de NIED, on a une erreur 503 parce que vous passez par Tor. Alors que si je prends mon Firefox et que je vais sur comment ça marche, avec mon adresse IP de mon fournisseur d'accès, il n'y a pas de souci, on arrive à afficher le site. Donc ça c'est un des inconvénients. Comment ça marche chez relais? En fait n'importe qui peut créer un relais. Alors il faut quand même il faut une machine assez puissante et surtout avec une bonne connexion internet. On peut le faire avec son ADSL, mais ça va vous bouffer toute la connexion et puis vous n'allez pas pouvoir offrir quand même beaucoup de connexion pour les machines. Donc ça veut dire que n'importe qui peut aller dessus, quelqu'un de bienveillant comme quelqu'un de malveillant, sachant que quand vous êtes par exemple sur le relais du milieu, vous ne pourrez pas savoir ce que font les gens. Et en fait les nœuds disons sensibles, c'est celui d'entrée et de sortie, parce que celui d'entrée peut potentiellement voir ce que vous faites, et aussi celui de sortie peut voir vers quel serveur vous vous connectez. Donc c'est les deux sensibles. Il y a de grandes chances quand même que le réseau soit sain, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de serveurs, disons, bienveillants que de personnes malveillantes. On peut imaginer que le FBI a des relais pour surveiller un petit peu les activités, notamment sur le dark web, et essayer d'arrêter les personnes qui se connectent ou les acteurs. Mais de manière générale, il y a des chances que ce soit plus, disons, propre que sale, entre guillemets. Ensuite, le réseau il est administré par des personnes au sein du consortium Tor. Maintenant, il n'y a pas de, comme c'est ouvert, il n'y a pas de c'est pas comme les VPN où vous avez une seule entité et une entreprise qui peut avoir un but mercantile. Ici il n'y a aucun but mercantile, c'est vraiment un but liberté et contre la dictature, etc. et aussi contre le pistage en ligne. Vous avez il y a peu de chances que vous soyez pisté, donc c'est plus sûr que le VPN. Et ensuite c'est gratuit, c'est tout simplement gratuit, hein. Ici vous avez vu, j'ai pas de compte.
c'est un Firefox sans rien. Et après, le Firefox qui est proposé embarque des solutions de protection contre le pistage, notamment avec un NoScript pour ceux qui se connectent, qui filtrent JavaScript et compagnie. Et donc, vous êtes protégé en ligne. Si on va sur certains sites comme Le Monde, normalement, on devrait avoir aucune pub. Et tous les pisteurs et les trackers sont bloqués. Alors bien sûr, si vous vous connectez, comme je vous ai dit, pareil sur votre compte Google avec, ça a peu d'intérêt puisque vous allez vous faire pister. Enfin après, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller pour vous protéger en ligne. Mais disons que c'est plus sûr que une connexion sans rien, sans extension de filtrage. Donc voilà en gros les deux solutions. Après, bon, les préférences, c'est au quotidien. Tor est peut-être un peu plus lent qu'un VPN, mais comme vous pouvez le voir là, quand on clique dessus, il n'y a pas vraiment de grosse latence et les pages arrivent assez rapidement. C'est vraiment deux solutions différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les VPN, c'est des sociétés derrière qui peuvent avoir un but mercantile et il faut vraiment avoir confiance. Et même derrière le discours de sécurité, pistage machin, on ne le fait pas, vous n'êtes jamais sûr à 100% qu'ils ne le font pas. On n'est pas à l'abri d'un scandale, déjà qu'il y en a eu. Alors que Tor, c'est gratuit et c'est derrière, il n'y a aucune société, c'est une entité avec des personnes derrière bénévoles et compagnie. Et donc il n'y a aucun but mercantile là-dessus. Et si vraiment vous voulez chercher anonymisation et protection, il faut plutôt se tourner vers Tor, alors que le VPN, c'est plus si vous voulez accéder à certains pays, trucs comme ça, et vous utilisez de manière, on va dire, occasionnelle. Puis, si vous l'utilisez tous les jours, vaut mieux chercher à utiliser Tor. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Bon, j'espère que vous avez compris dans les grandes lignes techniquement comment ça fonctionne et les différences. N'hésitez pas à creuser le sujet, il y a des articles sur le site qui vous expliquent tout cela. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la noter, à la partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.